Bonjour Alexandra, comment allez-vous? Bonjour Steven, je vais bien, merci. Et vous, comment allez-vous? Très très bien, merci. Bah, écoutez, je suis très heureux de vous accueillir dans mon émission l'invité de Stephen K. C'est un grand plaisir de partager un bout de chemin ensemble, ce petit bout de voyage ensemble. Vous êtes l'une des descendantes, en tout cas, de monsieur Pierre de Coubertin, un grand monsieur qui a inauguré, qui a mis en place les Jeux Olympiques d'ère moderne en 1894, si je ne me trompe pas. Et, Absolument. et aujourd'hui, waouh, c'est une énorme fierté en tout cas que ça soit les Jeux Olympiques se passent ici même, à Paris, en France. Alexandra, est-ce que vous pouvez déjà pour commencer, comment est venue l'idée de parler de votre de Pierre de Coubertin? Qu'est-ce qui vous motive tous les jours à transmettre son histoire? Et qui est Pierre de Coubertin? Ah, merci pour ces questions. Alors, Pierre de Coubertin, c'est déjà un Français, c'est un Parisien qui est né en 1863, qui est mort en 1937. C'est donc un arrière grand-oncle, parce qu'en fait, il n'a pas eu de descendant direct. On descend tous de sa sœur. C'était une famille très classique, et en fait, tous les hommes sont morts après la Première Guerre mondiale. Donc, il est devenu un peu l'homme de la famille, il s'occupait de notre arrière-grand-mère. Et en ce sens, il avait un peu une figure de père adoptif et il a beaucoup infusé ma branche familiale sur sa philosophie de vie. Pierre de Coubertin, c'est un homme qui est un peu le fruit de la pensée sociale, le début du mouvement universaliste, hein, de la fin du 19e siècle. C'est un personnage qui a vécu, il y a des choses assez amusantes, qui a vécu 50% de sa vie, donc la moitié au 19e et une moitié au 20e. Donc littéralement 37 ans dans chaque siècle. Et c'est pas anodin parce que c'est vraiment un moment où il y avait une rupture, un besoin de faire évoluer les consciences, notamment l'éducation. Sa première quête, c'était l'éducation, c'était rénover, changer, penser l'éducation et y introduire le sport. Sa deuxième quête, c'était la paix. Et ça, c'est aussi une histoire personnelle qui date un peu d'une première empreinte dans son enfance, qui était une guerre qu'il a vécue à 7 ans. C'était la guerre franco-prussienne de 1870. Et dans ses mémoires de jeunesse, il raconte bien que c'était voilà, une forme de un traumatisme où il s'est rendu compte, une première réalité de la tension entre les hommes, de cette possible anéantissement. Et ça a été vraiment un marqueur important dans son besoin de comprendre, comprendre l'humanité. Et donc, une de ses grandes croyances, qui est un fil rouge qu'on ressent dans ses livres, parce que c'était un personnage qui a beaucoup écrit, il a écrit plus de 30 livres, 10 600 pages imprimées, enfin, c'était vraiment quelqu'un qui adorait écrire, et il écrivait pour déposer sa pensée, mais aussi pour promouvoir des idées nouvelles, bon, c'était un peu les moyens de communication de l'époque. Et en fait, quand on lit un petit peu le fil conducteur, on voit qu'il est toujours un peu à la recherche de établir une plateforme qui permette au monde d'éviter les guerres. Et donc, il a pris cette fameuse idée qui vient des Jeux antiques, hein, qui était la même, à peu près 700 avant Jésus-Christ. Les Jeux antiques avaient été créés avec ce même objectif qui était d'éviter que les cités grecques s'entretuent. C'était à Oh. l'époque le grand challenge de l'époque qui, bien sûr, fragilisait beaucoup l'Empire grec. Donc, ils ont organisé, la grande différence, c'est que c'était des jeux pour montrer le plus beau de l'homme. Donc, c'était bien sûr la lutte, le javelot, la force musculaire, mais aussi les arts. Il y avait des chanteurs, des musiciens, et c'était en l'honneur des dieux. Donc, Pierre de Coubertin s'est dit, ben, on prend la même idée, mais ce ne sera pas en l'honneur des dieux, ce sera en l'honneur de l'humanité pour la cause ou la recherche de la paix. Une de ses grandes convictions, c'est que si les hommes se font la guerre, c'est parce qu'ils ne se connaissent pas. C'est qu'ils ont une conception fausse ou erronée de leur différence et qu'ils le voient comme un obstacle.
Donc, ce qu'il cherchait à faire, c'était d'abord l'éducation pour s'ouvrir aux autres, s'ouvrir au monde, et aussi créer des rencontres pour se connaître, pour créer une conscience plus élargie du monde et surtout une collaboration internationale. Donc les Jeux olympiques sont devenus un peu une forme de métaphore et un exemple qui lui paraissait extrêmement percutant et utile pour le XXe siècle. Alors en effet, vous avez mentionné en 1894, alors ça lui a pris deux tentatives, c'est aussi des choses Mhm. qu'on ne sait pas, mais toute sa vie est une vraie campagne pour mettre en place un mouvement, quelque chose comment dire, il était au service de quelque chose un peu qui devait le dépasser pour toujours en fait, c'était pas du tout son objet, c'était vraiment au service de l'humanité. Et d'ailleurs, il n'a pas vraiment vu l'amplitude des Jeux, puisque quand il a démissionné en 1800, en 1900, pardon, 25, c'était donc les derniers Jeux, c'était les Jeux de Paris, 1824. Et il était président encore, c'était son dernier mandat en tant que président du CIO. Et quand on se remet à l'époque, il y avait 44 nations, comparé à 206 aujourd'hui. Ouais. C'était pas du tout les jeux d'aujourd'hui. Donc, il n'a pas vu l'ampleur, l'échelle, et je pense que ça fait partie aussi de la beauté du mouvement, c'est que il y avait quelque chose d'assez fort pour que ça perdure. Et aujourd'hui, on le vit à Paris, et c'est assez magique. Donc moi, je connaissais Monsieur de Coubertin en tant que boxeur, parce qu'il y a une salle à Levallois-Perret qui s'appelle... Non, pardon, c'est Marcel Cerdan. Mais il y a une salle à Paris, en tout cas, qui porte son nom. Mais, mais c'était pas qu'un boxeur, c'était... J'ai vu qu'il faisait d'autres sports, l'escrime, l'équitation, Mm. l'aviron. Donc c'est quelqu'un de très Il éclectique. adorait les sports. Ah oui, En fait, il n'y avait pas beaucoup de sports à l'époque. Ça, c'est aussi une chose, on se rend pas compte qu'en fait, les sports étaient, on appelait ça des exercices physiques. Le terme sport c'est un terme anglais. Et il a été très inspiré par le modèle anglais. Justement, c'était sa première inspiration. Il voulait prendre le modèle anglais pour l'intégrer en France. Et en France, il y avait une grande résistance parce que il y avait la pensée universitaire, qui était une pensée extrêmement académique, qui dominait un petit peu le critère d'évaluation du personnage accompli, du succès, de ce que les hommes devaient faire à l'époque. Donc, ça a été sa première lutte. Mais il adorait les sports et il les a tous essayés. Enfin, ceux qui étaient disponibles à l'époque. Donc, il n'y avait pas encore la bicyclette, mais quand la bicyclette est arrivée, il a tout de suite voulu faire de la bicyclette. Et d'ailleurs, c'est une petite anecdote de famille. C'était très étrange pour lui d'avoir une jambe en l'air voilà, donc il l'appelait Nini patte en l'air. d'accord. C'était l'idée que bah il faut s'imaginer que être sur une roue avec des jambes qui bougent en l'air, ça lui paraissait très très original. Donc c'était le début des sports, l'introduction, surtout la création des sports. Alors c'était surtout la gymnastique et l'athlétisme. Et ensuite, ben, on en invente encore, hein. Aujourd'hui, on a le breakdance. Mais à l'époque, il n'y avait rien de tout ça. Et c'était surtout réservé à l'armée. Donc, c'était utilitaire. C'était pas pour l'éducation en sens général. C'était pas pour ce qu'on appelle tous, qui était aussi sa grande quête. C'est que le sport soit accessible à tous, peu importe son métier, son rang social, sa nation. C'est un droit humain. Tout le monde a accès au sport et surtout c'est un élément, une discipline essentielle à l'éducation, au bien-être et au développement de la conscience de soi, développement du caractère, de la prise de conscience de ses forces, mais aussi de ses limites, tout le dépassement de soi. Donc ça, c'était ce qu'il cherchait aussi à installer dans l'éducation au sens large. On peut parler aussi de l'aspect religieux parce que j'ai interviewé monsieur Gobillard, en fait, qui crée le lien entre les Jeux Olympiques et la religion. Donc, il y a eu la cérémonie, la trêve olympique. Monsieur de Mhm. Coubertin est aussi, a été à l'origine de cela aussi. Alors la trêve olympique, encore une fois, c'est cette idée qu'il a tout simplement fait ressusciter ou revivre, j'emploie le terme religieux là, des Jeux antiques. Et elle existait, c'était d'ailleurs on va dire la pierre angulaire, hein, qui a permis que les cités grecques, avant, donc on parle des Jeux antiques là, arrêtent de faire la guerre. Et le concept, c'est qu'on avait un droit de passage pour que les athlètes
qui allaient se joindre à Olympie puissent le faire de manière sans guerre et sans risque de ne pas y arriver. Donc, cette fameuse trêve olympique, elle commence 2 semaines avant les Jeux et une semaine après. Et donc, c'est vraiment cette notion que pendant les Jeux, on n'a pas le droit de se faire la guerre. C'est donc comment dire, un des premiers, je dirais, une des premières règles presque contractuelles, parce que maintenant, l'ONU a ça, c'était l'initiative de Samaranch. Non, pardon, je me trompe, c'était l'initiative de Thomas Bach, a proposé de le soutenir et qu'il y ait une ratification. Donc, avant les Jeux, il y a tous les pays qui viennent donc s'accorder sur le fait qu'ils vont signer cette fameuse trêve. Et c'est fort parce que ça explique pourquoi les Russes ne viennent pas pour les Jeux de Paris. Ça explique que c'est quand même un organe assez réel et assez autoritaire, puisque eh bien, si on ne respecte pas la trêve olympique, on ne vient pas jouer aux Jeux olympiques. D'accord. Ah oui, c'est vrai, parce que l'équipe de Russie n'a pas pu participer. Vous pensez quoi, par exemple, là, on entend beaucoup de polémiques par rapport à justement ça, mais aussi la cérémonie d'ouverture, c'est votre point de vue dessus? Alors, les cérémonies d'ouverture, c'est un des moments les plus forts pour moi. C'était un grand symbole aussi pour Pierre de Coubertin parce que il était beaucoup dans le rituel pardon, et dans les symboles parce que les symboles ont cette notion universelle qui n'a pas besoin de barrière enfin, qui n'a pas de barrière de langue. Donc il était beaucoup, il a essayé de créer vraiment tous ces symboles universels qui soient très forts d'impact, surtout en termes de portée un peu émotionnelle. Donc la cérémonie d'ouverture, c'est vraiment l'occasion pour toutes les nations du monde, peu importe leur puissance économique, leur comment dire, poids religieux ou tout simplement leur place à la table internationale, de marcher avec la même importance, la même attention et d'être accueillis par le pays hôte. Donc, c'est toutes les nations du monde qui marchent avec leur drapeau et qui sont accueillis, regardés. Donc, les petites îles Fidji ou Salomon avec l'Amérique, les Chinois ont vraiment cette même attention et cette même place, cette même chance de gagner des médailles, de participer aux Jeux. Donc, ça, c'est vraiment un moment fort. Alors, il y avait aussi le lancer des pigeons pour la paix. Il y avait d'autres choses qui ont été modifiées un peu avec le temps pour des questions pragmatiques. Mais le Mhm. symbole est très fort. Il y a aussi le serment des athlètes, qui est donc ce fameux serment qui vont respecter les règles olympiques avec les principes qui viennent de la charte qui a été écrite il y a longtemps. Et surtout, peut-être juste pour résumer, ces 3 valeurs olympiques qui guident un petit peu le mouvement, qui sont l'excellence, le respect et l'amitié. Donc l'excellence, c'est vraiment le dépassement de soi, c'est chercher, donner le meilleur de soi donc, c'est pas seulement la recherche des médailles, hein, c'est vraiment être dans cette véritable performance personnelle, peu importe les opposants. Et le respect, bah, c'est bien sûr le respect des règles, mais aussi le respect des différences, le respect au sens large, l'ouverture d'esprit. Et l'amitié, c'est celui que je préfère parce que l'amitié, c'est vraiment cette camaraderie, ce grand lien humain qu'on vit pendant les Jeux, où on est plein de solidarité, on soutient ces athlètes et entre eux, ils sont aussi magnifiques. Il y a des grands actes de solidarité qui sont des grands exemples pour l'humanité. Donc, il y a ces rituels qui sont bien importants. Il y en a d'autres, j'en ai mentionné juste 2. Je rappelle qu'il y a une exposition, hein, c'est bien ça, à la mairie du 7e, et vous avez aussi une association pour toujours transmettre l'histoire et les valeurs de Monsieur de Coubertin, dont vous êtes Absolument. la présidente. Merci de le mentionner. Donc, vous m'avez demandé au début, donc nous sommes des descendants absolument. Nous avons en fait une association familiale, Pierre de Coubertin. Ça faisait partie de son souhait quand il a démissionné. Il a demandé à un membre de la famille, c'était un neveu, d'être garant de sa mémoire et de rester très impliqué dans le milieu olympique. Aussi parce qu'il ne savait pas exactement dans quelle direction ça allait partir. C'était pas encore gagné. C'était pas aussi global que ça l'est aujourd'hui. Donc, il était soucieux qu'il y ait un peu une trace, un peu un- voilà, un témoin de son intention à l'origine et notamment une source d'information sur son travail. Donc, c'est un rôle qu'on a gardé tout au long des générations et moi, je fais partie de la 4e génération.
Donc c'était mon oncle et ensuite des oncles et mon père et ensuite ma génération. On s'est organisé autour d'une association, comme ça on est un petit peu plus représentatif de la famille. On est une petite trentaine de descendants. Oui, Alors on n'est pas tous très impliqués parce qu'on a des différents, on est à différentes phases dans notre vie. Certains sont plus jeunes, plus âgés, voilà. Mais on va dire que on a une petite quinzaine quand même on va dire, membres de l'association familiale et un noyau de quatre qui travaillent de manière très active, notamment sur Paris. Donc, pour les Jeux de Paris, je suis la présidente de l'association pour le mandat de Paris. L'idée, c'est qu'on tourne comme ça, on a un peu cette chance de vivre cette expérience. Et on fait une exposition donc à la mairie du 7e. Donc, pour nous, c'était très important de parler du fondateur des Jeux, mais surtout d'un Parisien, d'un résident du 7e arrondissement, raconter un peu son histoire dans le contexte, dans vraiment les influences et tout le contexte historique et idéologique qui l'a influencé, mais aussi qui l'a provoqué à faire ce qu'il a fait, le comprendre dans son temps, faire un petit zoom sur les personnes qui l'ont influencé, ceux qui étaient contre lui, mettre en lumière aussi les controverses, parce que pour nous c'est important, ça reflète aussi une époque, on regarde l'histoire à travers un prisme qui est le reflet de nos préoccupations aujourd'hui. Donc aujourd'hui, bien sûr, c'est la place des femmes, c'est l'insertion sociale, donc c'est important qu'on regarde ce qu'il a fait par rapport à ce prisme, mais aussi de comprendre ce qui était possible à l'époque. Donc, on a voulu aussi ouvrir la conversation. Alors, on a apporté des informations sur ces éléments. Une petite chose aussi que je vous mentionne, c'est qu'en fait, tout ce qu'on fait, c'est avec le Comité international olympique. Donc, on a deux rôles. Le premier rôle, c'est d'être représentant donc, de la famille de Pierre de Coubertin. Donc, on a cette chance incroyable d'être invité au jeu et donc d'être proche de Thomas Barr, le président du CIO. Et voilà, d'avoir un acte de soutien, de présence pour la mémoire de Pierre de Coubertin. Et le deuxième rôle, c'est de travailler avec la commission culture et héritage du CIO. Donc là, c'est cette commission qui a vraiment la mission qui est similaire à la nôtre, qui est de promouvoir la philosophie, l'esprit et toute l'intention derrière les Jeux, s'assurer que ça ne se résume pas à des compétitions autour des médailles, mais que c'est vraiment cette réunion du monde entier avec cet accueil, cette représentation internationale, cette même chance de montrer ce que chaque nation a de plus beau à montrer. Et surtout ces rencontres de solidarité autour, de montrer que c'est possible de s'entendre et de célébrer, on peut avoir des valeurs communes et on peut les célébrer ensemble. Donc cette exposition met en lumière l'histoire de cet homme qui était un grand rêveur, un visionnaire aussi et vraiment avant-gardiste parce qu'il était précurseur de beaucoup de choses qui d'ailleurs n'ont pas vraiment pris parce qu'il a fait beaucoup de choses. Comme beaucoup de personnes, vous les avez sûrement rencontrées, hein, qui avaient des grands rêves et je pense que l'époque n'était pas encore prête. Par exemple, une chose qu'on ne sait pas, c'est qu'il voulait absolument que l'Afrique soit présente. Et donc en 1823, il a fait un grand discours au Capitole et il a demandé, il a essayé de préparer un peu le comité olympique parce qu'ils étaient constitués de plusieurs pays, il y avait une petite quinzaine à l'époque, de créer des Jeux africains. Et donc, il s'est beaucoup battu pour ça. Et malheureusement, le comité, donc les autres membres du comité, n'étaient pas pour. Il semblerait qu'il y avait encore la montée colonialiste. Il y avait encore donc tous ces limitations, hein, on va dire, sur la pensée de l'époque. Et donc ça a été une chose qu'il a commencé, mais qu'il n'a pas vue. Donc ça fait partie aussi de l'histoire qu'il faut raconter. C'est des choses qu'il a tenté de faire et qui n'ont pas pris. pour ma dernière question, Alexandra, est-ce que vous avez un message pour les jeunes, celles et ceux qui veulent aller au bout de leurs rêves? Ah oui. Alors, deux. La première chose, c'est que Pierre de Coubertin s'adressait à la jeunesse. Qu'en fait, l'audience, on va dire la cible, vraiment tout ce qu'il voulait, c'était donner un peu des clés de lecture, donner un peu des indices à la jeunesse pour qu'il soit la belle représentation du futur. Donc, dans tous ses discours, il s'adresse toujours à la jeunesse. Euh, il était très admiratif et surtout extrêmement positif et il avait beaucoup d'espoir sur cette jeunesse. Donc, il misait beaucoup sur eux. Donc, première chose, c'est que c'était vraiment la cible de Pierre de Coubertin. Et ce que je dirais, c'est que oui, je pense que la jeunesse, en fait, elle est le futur, elle est le potentiel, elle est vraiment
Je dirais, c'est à eux qu'on doit dédier un peu tout ce qu'on sait, c'est à eux de prendre le relais. Et quand on regarde, pas que Pierre de Coubertin, mais quand on regarde des grands rêveurs dans l'histoire, c'est possible. Alors peut-être ils verront peut-être pas tout dans le courant de leur vie, mais c'est possible. Avec une forme de foi, une persévérance. C'est vraiment un parcours qui donne beaucoup de sens à la vie. Et donc, il faut absolument croire en ses rêves et se lancer et ne jamais douter, malgré les obstacles. On laisse des traces très belles et ça vaut absolument tous les fois qu'on y met dedans. Bon, merci beaucoup, Alexandra, pour ce moment de partage. Et comme je dis toujours, l'aventure continue. Merci. Bah, merci pour ces questions, Steven. Et là, pardon, juste un petit détail. Cette fameuse exposition sur l'histoire de Pierre de Coubertin se trouve à la mairie du 7e et elle va durer jusqu'à la fin des Jeux paralympiques. Elle se termine le 13 septembre. C'est une D'accord, exposition qui est ouverte au public, qui est gratuite et qui est ouverte tous les jours sauf le dimanche. très Voilà. bien. Donc, on serait très heureux que les gens viennent nous rencontrer. On sera souvent sur place. Alors, je mettrai les liens de l'exposition et de votre association en description, comme ça le public pourra consulter C'est et gentil. venir. Avec grand plaisir. Merci, Steven. Merci Merci à vous. beaucoup. Merci.